Nous sommes à J-23 avant la Coupe du Monde. Nous sommes sur la preview numéro 26 et à partir d'aujourd'hui, on commence à rentrer dans les choses sérieuses puisque les équipes que l'on va faire seront maintenant plus que des équipes qui vont s'arrêter en poule ou en 16e. Ce sera des équipes qui peuvent vraiment faire quelque chose, qui peuvent aller au-delà des huitièmes de finale. Et l'équipe du jour, ça sera la Corée du Sud. Et maintenant, on va commencer à pouvoir situer les équipes footballistiquement. Mais déjà, on va commencer avec les maillots. Et personnellement, ce maillot domicile, j'aime beaucoup. C'est un maillot très vraiment qui fait Corée du Sud et pourtant qui prend des risques avec des sortes de reliefs. Ici, les reliefs, on reconnaît peut-être les reliefs montagneux du centre de la Corée. Et surtout, on va reconnaître ce maillot extérieur que je trouve sublime. Cette fleur, c'est vraiment ces couleurs, ça, c'est un maillot 9,5 sur 10. Il n'y a pas à débattre, il n'y a pas à chier. C'est un maillot 9,5 sur 10. Et vraiment, c'est un maillot exceptionnel. Et maintenant, on va passer à l'aspect footballistique. Et là, c'est vraiment des nations qu'on va pouvoir situer. C'est au niveau c'est entre le Nigeria et l'Autriche en termes footballistiques. C'est 25e au classement FIFA. C'est descendu de 3 places. Donc, c'était 22e. Et c'est une nation vraiment qui vraiment est une nation de foot. Quand on regarde depuis les années 80, c'est une nation qui n'a pas loupé la Coupe du Monde, nous le verrons. Et donc, c'est à partir de 93 au classement FIFA. Et au classement FIFA, la place moyenne étant la 40e, on commence vraiment à monter par rapport aux autres équipes. Et là, on voit quand même que leur pic a été atteint à l'époque où ils ont accueilli la Coupe du Monde notamment, et également dans les années 80, en fin des années 90. Et là actuellement ils ont vraiment eu un gros creux générationnel avec pourtant Heung-min Son, mais depuis le prime de Heung-min Son, ça ne fait que monter et vraiment ça se stabilise en tant que top nation footballistique. Et ça, c'est quelque chose de très marquant. Et donc, on va regarder à l'historique des Coupes du Monde. Et là, on va quand même passer dans un autre monde que ce que l'on avait jusque-là. Puisque, tout simplement, depuis 1986, ils n'ont pas loupé la moindre Coupe du Monde. Il y a eu celle de 1954, mais on va pas la voir parce que là, on va se concentrer sur l'ère moderne. Et les deux premières, 86... C'était très compliqué, groupe A, avec l'Argentine, l'Italie et la Bulgarie. Évidemment, quand on voit les joueurs de ces équipes-là, c'était évident. L'Argentine de Maradona, évidemment que ce sera une catastrophe et que ils finiront mon dernier de leur groupe. Coupe du Monde 90, évidemment que c'est pareil, c'est compliqué dans ce groupe E avec donc avec l'Espagne, la Belgique et l'Uruguay. L'Espagne d'abord il s'incline contre la Belgique avant de s'incliner contre l'Espagne sur un triplé de Michel. Avant de s'incliner derrière contre l'Uruguay, encore une catastrophe. Ces deux premières Coupes du Monde ne sont pas concluantes. Et les résultats commencent à apparaître à partir de 94. Alors toujours pas de phase finale. Ils arrivent dans un groupe C plus encore très relevé avec l'Allemagne, l'Espagne et la Bolivie. L'Allemagne donc de Klinsmann, l'Allemagne de Riedle, l'Espagne de Guardiola, de Pep Guardiola évidemment. Et donc forcément très compliqué encore une fois, même s'ils ont réussi à accrocher le nul contre l'Espagne et à faire malheureusement nul contre la Bolivie, mais on commence à monter en gamme, mais c'est encore très très faible. Et donc c'est à partir de 98 qu'on rentre quand même dans le vif du sujet. 98 dans ce groupe E, encore très très relevé, et là encore c'est très compliqué. Ils se prennent 5-0 contre les Pays-Bas, ils se prennent 3-1 contre le Mexique et font match nul un partout contre la Belgique. Très compliqué. Et c'est derrière que, en 2002, lorsqu'ils accueillent, donc bon, ce sera plutôt controversé quand même, mais dans la globalité, c'est une top nation. Et c'est évidemment, en 2002, c'est à domicile, c'est dans ce groupe D que tout commence. Ce groupe D avec les États-Unis, le Portugal et la Pologne. Donc déjà, on commence avec des top nations. Et pourtant, les Coréens qui arrivent à sortir premier du groupe en battant la Pologne 2-0, en faisant nul contre les États-Unis, puis en battant le Portugal 1-0. Et c'est là qu'on commence vraiment à se poser des questions sur qui sont-ils vraiment. Et là, on arrive avec donc déjà, ils arrivent à éliminer sur un but en or de Han Jung-won
l'Italie de Christian Vieri, de Francesco Totti. Ça, c'est quand même quelque chose d'impressionnant. De Gianluigi Buffon également. Ils arrivent à s'imposer contre eux avant de s'incliner dans un match très controversé, de s'imposer contre l'Espagne dans un match très controversé. L'Espagne de Xavi quand même encore. Et là, avant d'arriver dans cette demi-finale où malheureusement ils se font éliminer par Michael Ballack et l'Allemagne. Mais c'est vraiment là que le football coréen va vraiment prendre son envol. Des jeunes joueurs, par exemple un certain Heung-min, très très jeune à cette époque-là, va voir cette performance et se dire « je veux devenir comme ces personnes-là ». Plus tard, il deviendra évidemment la plus grande légende du football coréen, mais ne brûlons pas les étapes. Et on va voir qu'en 2000, mais c'était quand même, on va dire qu'un feu de paille. Évidemment, cette Coupe du Monde, c'était porté par la ferveur à domicile, puisque dans ce groupe G en 2006 avec la France, la Suisse et le Togo, c'est quand même plus compliqué. Alors certes, évidemment, il y a cette victoire contre le Togo, mais il y a ce match nul contre la France, mais il y a cette défaite contre la Suisse qui malheureusement ne leur permettra pas de se qualifier au bénéfice de la France. Et donc c'était quand même compliqué 2006. Et là on arrive en 2010 où encore une fois la Corée du Sud va surprendre tout le monde. 2010 dans ce groupe B avec l'Argentine, la Grèce et le Nigeria, donc des top nations. L'Argentine de Messi, de Heinze, de Veron, avec donc évidemment leur légende Park Ji-sung qui arrive à marquer un but contre la Grèce pour qu'elle s'impose. Bon, il y a cette défaite 4-1 sur ce triplé d'Higuaín contre l'Argentine. Higuaín qui, je rappelle, aurait pu être un joueur qui aurait pu choisir la France, mais on va pas rabâcher le passé. Et il y a ce match nul contre le Nigeria 2-2, certes, mais c'est quand même quelque chose d'impressionnant pour eux, encore une fois, de se hisser dans le tableau final. Malheureusement, il y a ce match contre l'Uruguay de Luis Suarez qui inscrit un doublé. Et malheureusement, ça s'arrêtera là. L'Uruguay de Diego Forlán, de Fernando Muslera, et c'est quand même très compliqué. Et donc, malheureusement, la Corée du Sud arrêtera son parcours contre l'Uruguay avant de ne plus repasser les poules jusqu'en 2022, 2014 dans ce groupe H quand même plutôt compliqué, hein, ce groupe H où ils arrivent à faire match nul malheureusement contre la Russie et derrière c'est cette défaite 4-2 contre l'Algérie, cette défaite contre la Belgique sur ce but de Jan Vertonghen, et donc ça c'est quand même dramatique pour eux, hein, c'est quand même compliqué. C'était les premières Coupes du Monde de joueurs importants de cette sélection. Et 2018, malheureusement, c'était très compliqué également dans ce groupe F quand même plutôt relevé avec Suède, Mexique et Allemagne. Heung-min Son qui tue l'Allemagne pour les empêcher de se qualifier avec ce but à la 96e. Et donc la Corée du Sud qui vraiment entraîne l'Allemagne dans sa chute, qui était à une victoire, cette victoire contre la Suède ou alors cette victoire contre le Mexique de se qualifier. Mais malheureusement, ça n'arrivera pas. Et donc, malheureusement, hein, évidemment, cette équipe de Corée du Sud ne va pas se qualifier. Et on arrive à la dernière Coupe du Monde 2022, où la Corée du Sud est tombée dans un groupe H, pas si compliqué, hein, ce groupe H avec le Ghana, le Portugal. Il y a le Portugal, mais derrière c'est quand même l'Uruguay et le Ghana. Donc c'est quand même des nations solides, mais qui n'étaient clairement plus à leur prime. Et donc il y a ce match nul contre l'Uruguay 0-0, très décevant. Mais il y a cette défaite, par contre 3-2 contre le Ghana, mais avec ces deux buts qui auraient pu faire croire à une remontada, mais malheureusement Mohamed Kudus les tuera. Mais il y a surtout cette victoire avec le but de Wang Wei-chan sur cette passe de Heung-min Son pour tuer le Portugal à la 91e et se qualifier en huitième de finale. Huitième de finale où le Brésil n'aura aucune pitié, leur mettra un 4-1 avec notamment ce but de Richarlison, dont on se rappelle ce magnifique but de Richarlison, ce but de Paqueta avec la danse évidemment. Et donc tout ça, ça va faire du mal. Et donc, c'est plus revanchard que jamais qu'ils arriveront à cette Coupe du Monde, même si les résultats récents laissent présager quand même de certaines faiblesses. Alors il y a
Les 2 derniers matchs, c'était une défaite 4-0, totalement en trompe-l'œil contre la Côte d'Ivoire. Je ne peux pas analyser ce match, je l'ai analysé sous le prisme de la Côte d'Ivoire et on a vu que clairement la Côte d'Ivoire s'en est très bien sortie avec 3 poteaux pour la Corée du Sud. Et il y a également un autre match, une défaite contre l'Uruguay, mais ça on va pas l'analyser, on verra le match qu'on analysera. Et donc il y a cette Coupe d'Asie de l'Est où ils s'inclinent contre le Japon dans le groupe, en phase de groupe, mais ils arrivent à s'imposer contre Hong Kong et la Chine, et encore heureux, je veux dire. En qualification asiatique, ils sont quand même tombés dans un groupe très simple, avec notamment Oman, Jordanie, Irak, Koweït. Il y a l'Irak qui est quand même solide, il y a la Jordanie qui est quand même solide, 2 équipes qui se sont qualifiées, mais ça ne leur a pas posé trop de problèmes, ils se sont qualifiés. Et là, c'est quand même les amicaux, où il y a quand même beaucoup de choses à dire. Alors il y a cette défaite 5-0 contre le Brésil, mais on voit que c'est quand même un événement isolé. Il y a cette victoire 2-0 contre les États-Unis, ce match nul contre le Mexique seulement 2-2, cette victoire contre le Paraguay, cette victoire contre la Bolivie, et cette victoire contre la Ghana, dont on va faire le breakdown tout de suite. Et on arrive sur ce match contre le Ghana. Alors, désolé pour les inscriptions, je n'ai trouvé le résumé que sur la chaîne officielle de la Corée du Sud. J'ai pu regarder ce résumé long et on voit quand même un truc. On voit que cette équipe de Corée va beaucoup miser sur les ailes, tout simplement grâce à ces 2 joueurs sur les ailes, donc qu'on verra dans l'effectif. Mais je pense qu'on les connaît tous et toutes. Tous nos spectateurs connaissent ces joueurs. Vous connaissez le foot. Et donc, on voit quand même qu'il y a vraiment ces 2 ailiers qui vont, dont Heung-min Son, qui vont repiquer vers l'axe et centrer. Et on voit quand même que cette organisation, tout simplement, c'est une forme de 3-3-4, 3-3-3-1 plutôt, en phase offensive. En phase défensive, ça reste un 3-4-2-1, voire même plus, donc un 5-2-2. Et donc, c'est 5-3-2, pardon. Et donc, c'est quand même très compliqué à lire, en tout cas. Et il y a quand même quelque chose de très intéressant. C'est ces longs ballons. Ces longs ballons, souvent de leur joueur central, Kim Min-jae, vraiment le taulier de leur charnière qui va chercher les 2 ailiers. Donc là, dans ce cas-là, Heung-min Son. Ça mènera à un corner plus tard. Et également, c'est là qu'il y a quelque chose d'intéressant, c'est sur corner. Alors malheureusement, il y a leur défaut, ça va être la physicalité. C'est une équipe qui manque cruellement de physicalité. Et donc sur corner, il va falloir utiliser de stratagèmes, vraiment faut utiliser des combinaisons pour s'imposer sur corner, sinon ça va être très très compliqué. Parce que malgré qu'il y ait énormément de qualité de pied, c'est très compliqué. Évidemment, les nations asiatiques ne sont pas réputées pour être très physiques. Et donc, c'est quand même compliqué. Et on voit aussi notamment que en défense, le repli, c'est vraiment très très solide, le repli est très très efficace. La seule chose qui va leur manquer, c'est cette physicalité. Là, on voit le Coréen qui se fait juste bouger par le Ghanéen. Et là, ça, c'est quelque chose qui va cruellement leur manquer, surtout au vu des équipes qu'ils affrontent, surtout deux nations auxquelles je pense en particulier, on le verra tout à l'heure. Et donc, c'est quand même, et on voit qu'il va falloir sur coup de arrêter, utiliser des stratagèmes comme ça, des joueurs qui coupent au premier poteau, sinon c'est impossible de trouver un joueur dans la boîte. Leur joueur le plus physique, c'est leur défenseur central, et encore, il est un peu soft selon moi, c'est un joueur très soft selon moi, donc c'est quand même compliqué. Et on voit là encore, ils se font bouger, et ça c'est vraiment un défaut en défense. Mais par contre, offensivement, il y a vraiment cette qualité dans les petits espaces, cette qualité de dribble, là ce débordement, bon, qui ne mènera à rien, mais un débordement très intéressant. Et également cette capacité à rentrer vers l'intérieur et pouvoir frapper. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment les caractéristiques, ou alors rentrer vers l'intérieur et pouvoir centrer. Comme ici, ce centre de Lee Kang-in en direction du numéro 9, mais là encore, il manque cette physicalité et il ne peut pas cadrer sa tête. Mais il y a vraiment cette dimension de centre. Et là, par exemple, ce centre au second poteau de Lee Kang-in, magnifique, pour inscrire l'ouverture du score pour la Corée du Sud, juste après la sortie du capitaine Heung-min Son. Et là, c'est vraiment quelque chose que Lee Kang-in, que on connaît, cette capacité à rentrer vers l'intérieur et à pouvoir soit frapper, soit centrer. Il est très efficace malgré les critiques que l'on voit sur lui. Et on voit vraiment que là encore, on voit qu'il se fait bouger, qu'il se fait
exploser en termes de physique. Et c'est là que la qualité technique inhérente à cette équipe est évidente. Ces dribbles, cette qualité. Et ce penalty qui est catastrophique. Alors évidemment, ce sera toujours Minson, je pense, qui tirera les penalties. Mais là, comme il n'était pas sur le terrain, là ça va être compliqué s'il y a des séances de tir au but après les poules. Là ça va quand même être très compliqué de si il y a des joueurs pas capables de convertir un tir au but comme ça c'est très compliqué. Va falloir vraiment surveiller cette chose. Et donc c'est quand même un élément important. Il y a encore cette qualité technique, cette qualité dans les petits espaces à combiner. Par contre, il y a aussi une autre qualité que j'ai beaucoup vu plus contre la Côte d'Ivoire, c'est ce gardien vraiment extrêmement solide sur sa ligne. Bon, derrière, il y aura un but qui sera annulé pour deux raisons, pour hors-jeu et pour faute. Et donc, c'est vraiment un gardien excellent sur sa ligne. Et ça, c'est quelque chose à noter. Et donc, on va voir quel est leur effectif, à quoi s'attendre de leur effectif pour cette Coupe du Monde. Et on va voir ça tout de suite. Et donc, on va passer à cet effectif coréen, valorisé à 140 millions, ce qui me paraît personnellement très peu, c'est vraiment sous-évalué pour moi. C'est un effectif qui devrait valoir dans les 200 millions, 300 millions, mais c'est un effectif avec quand même 75% des joueurs qui évoluent à l'étranger, donc quelques joueurs qui évoluent en ligue, donc là à Jeonbuk, là à Jeju United, là à Séoul, là donc à Daejeon, là à Jeonbuk, et donc c'est quand même... des joueurs quand même plutôt c'est quand même plutôt compliqué. Il y a également des joueurs d'Ulsan, et là c'est quand même, on voit une équipe assez cosmopolite avec des joueurs vraiment qui évoluent un petit peu partout, donc des joueurs de Kashima Antlers, j'ai totalement confondu les deux logos, donc des joueurs de Ulsan Hyundai, des joueurs de Daejeon, mais aussi des joueurs par exemple ici du championnat chinois, des joueurs de Swansea, de l'Austria Vienne, de Midtjylland. Midtjylland, malgré le fait qu'on ne connaisse pas, c'est une équipe danoise qui évolue souvent en Europe, donc ça c'est des joueurs qui ont une expérience européenne quand même, des joueurs de Mayence, de Birmingham, de Stoke City, du Celtic, donc pas des équipes majeures, mais quand même des équipes expérimentées. Et pour moi, la révélation, même s'il est plus si jeune, même si je le trouve toujours sous-coté, il sera vraiment une révélation aux yeux du monde, ce sera évidemment Kang In-lee, qui a déjà 11 buts en 46 sélections, ce qui est vraiment honorable, et qui est un taulier de cette sélection vraiment, qui a pas joué cette saison en Ligue 1 quasiment, 3 buts 4 passes D, qui n'a pas joué au Trophée des Champions, qui n'a pas joué en Coupe intercontinentale, qui a joué en Super Coupe de l'UEFA en marquant un sublime but contre Tottenham, on s'en rappelle. Et c'est un joueur qui a géométrie variable, qui a vraiment percé à Valence, mais une fois parti de Valence, ça a été compliqué. Il y a eu ce passage à Majorque, vraiment accreux, avant que le PSG s'y intéresse une fois que sa valeur est montée, et on voit quand même sa valeur se stabilise. Mais c'est vraiment un joueur très très intéressant, joueur formé à Incheon, vraiment très intéressant pour cet effectif coréen. C'est vraiment un pilier qui va pouvoir repiquer vers l'intérieur, frapper ou centrer, ça va être une vraie menace. Évidemment, la constante, alors il y a évidemment Min Jae-ki, mais évidemment c'est un excellent défenseur central du Bayern, mais la constante, on la connaît tous, ce sera ce bon vieux Heung-min Son, cette légende, le plus grand joueur de leur histoire, 54 buts, 143 sélections, qui évolue, oui, au LAFC, mais qui a déjà 9 passes D en MLS cette saison, qui est en CONCACAF Champions League et a 7 passes D, 2 buts, vraiment qui est dans un rôle de passeur depuis qu'il arrive à Los Angeles, avec un pic où il a été valorisé à 90 millions à Tottenham. Il avait percé à Hambourg, puis à Leverkusen avant d'être racheté par Tottenham. Peut-être une des plus grandes légendes de l'histoire de Tottenham, et c'est vraiment un joueur... Comment expliquer? C'est vraiment ce joueur qui pense être, et c'est vraiment pour moi cette constante, ce joueur qui sera là pour porter cette équipe, pour apporter son expérience, vainqueur de compétition européenne, vainqueur de l'Europa League avec Tottenham. C'est un joueur même humainement exceptionnel, et pour moi sera la constante de cet effectif. Et cet effectif, où est-ce qu'on va le voir aller? Alors,
dans cette Coupe du Monde. Ça va être difficile à prédire. Quand on voit leur groupe, alors ils ne joueront pas le match d'ouverture, ils joueront le match le lendemain. Le match d'ouverture étant Mexique et Afrique du Sud, ils joueront leur premier match contre la Tchéquie. Et là, ce sera déjà la première équipe qui va imposer un défi physique. Mais surtout l'équipe qui va beaucoup les embêter, ce sera cette équipe d'Afrique du Sud. Cette équipe d'Afrique du Sud très 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 physique, qui d'ailleurs ne mise que sur son physique. Et ça va être un vrai défi pour la Corée du Sud. Contre le Mexique, je dirais que ce serait un match plutôt équilibré. Mais là, la Corée du Sud, évidemment qu'ils vont se qualifier. Et pour moi même, ils iront en huitième de finale. Là, je pense qu'en huitième de finale, évidemment, ils buteront sur une nation plus forte. Mais c'est vraiment cet effectif qu'ils pensent être. Et c'est vraiment un excellent effectif qui doit aller loin. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Sur ce, ciao. La prochaine vidéo, ça sera sur l'Autriche.